sinon ça ne veut rien dire. La deuxième, c'est les stratégies des acteurs, on vient de le voir. Et je dirais que le postulat sous-jacent de Simon, c'est à peu près celui-ci. À l'affluence héraclitienne du réel s'oppose la contrainte technique et cognitive de la mesure et de la catégorisation. D'où cette production permanente d'artefacts, la langue, la synchronie, et de raccourcis schématiques ou simplex, la phrase, le mot, etc. Alors, tout cela n'a absolument pas besoin d'être analytique ou rigoureux. Et tout cela interroge la différence qu'on est tenté de supposer entre des langues naturelles supposément complexes et des langues construites réputées simples. Mais je laisse la parole à celui-ci. Je ne pouvais pas. Quant à moi, je vais juste faire un point rapide terminologique. C'est-à-dire que le titre qui est proposé pour l'atelier, c'est langue artificielle. Or, les participants à l'atelier utilisent des termes divers, outre langue artificielle, langue construite, constructed language, langue auxiliaire internationale, son équivalent anglais, International Auxiliary Language, langue de communication internationale, langue planifiée, planned language, langue universelle, caractéristique, langue a priori, langue idéale, simplified language, controlled natural languages, langue de spécialité, langue intermédiaire et sous-langage. Et je n'ai pris que ce qui apparaissait dans les résumés des différentes interventions. Alors, si l'on reprend, pour simplifier, la grande classification de Coutura et Léo, dont le terme général est langue universelle, je rappelle simplement, ça va donner quelques points d'ampère, que Coutura et Léo distinguent les langues a priori car elles sont définies non pas à partir de langues naturelles existantes, elles sont souvent à fondement logique et mathématique et peuvent donc comporter des chiffres et des symboles. Ces langues, appelées aussi langues philosophiques, ne sont pas destinées à être parlées par des locuteurs. Leur universalité concerne la représentation du savoir et des sciences, comme par exemple les systèmes de classification. Et la communication universelle concerne ici les scientifiques et les philosophes. Alors elles sont développées à partir du XVIIe surtout, enfin surtout du XVIIe siècle d'ailleurs, l'Ars Signorum de Lamerno, 1661, le Real Character de Wilkins, la Charistica Universalis de Leibniz, etc. Alors, à l'inverse, je rappelle, les langues internationales, dites auxiliaires, alors comme le Volapük, l'espéranto, donc qui sera très bien représenté au sein de notre atelier, l'ido, le piano, etc. Contrairement aux langues universelles, elles sont construites à partir de langues naturelles. Contrairement aux langues philosophiques, ce sont des langues auxiliaires, c'est-à-dire destinées à être parlées, associées à un projet politique de bilinguisme généralisé. Ce sont des secondes. Donc, langue internationale, langue artificielle, langue planifiée, planned language et langue construite sont souvent synonymes, y compris dans notre atelier. Elles désignent des langues créées donc, par une personne ou un groupe de personnes, grossièrement dans un temps limité, contrairement aux langues naturelles qui sont forgées dans le temps, enfin, si on peut dire ça comme ça, sans que leur existence soit au départ le projet d'une volonté explicite. C'est grossier, mais enfin, grosso modo, ça fait une différence entre ce type de langue et les langues dites naturelles. Toutefois, un point sur les langues construites, c'est le terme le plus polysémique. Sous langue construite, on trouve également les langues reconstruites, comme l'hébreu moderne ou une partie du norvégien, qui ont subi des processus de planification très importants pour consolider une identité nationale. Elles sont dénommées Ausbau, langue par élaboration sociolinguistique, mais en aucun cas on peut parler de langue artificielle, et elles ne sont pas traitées du tout dans l'atelier. Mais sous langue construite, on trouve ces langues-là, sous ce terme. Constructed languages renvoie également à un domaine en pleine expansion,
actuellement, bien qu'elles existent depuis un certain temps, ce sont les langues fictives, imaginées ou fictionnelles, qui ont été forgées pour la littérature ou le cinéma. On peut commencer par Tolkien avec les langues elfiques, le Klingon, dont il sera question dans une des communications qui a été forgée pour Star Trek, etc. Donc jusqu'au Dothraki de Game of Thrones en 2011, bon, il y en a pléthore. Toutes des langues qui ont été créées la plupart du temps par des linguistes, le plus souvent par des linguistes, qu'on appelle des corn languages, et je renvoie aux travaux de Landragin très récents sur ce terme, corn language, donc c'est Constructed Language Linguist, créateur de Constructed Languages. Donc, langue construite recouvre à la fois les langues auxiliaires internationales et ces langues fictionnelles, comme les langues reconstruites. Alors maintenant, passons aux langues internationales auxiliaires. Il n'y a pas que les langues internationales artificielles construites, il y a aussi des langues simplifiées, Simplified Language ou langues contrôlées, que certaines interventions de l'atelier vont aborder. Ce ne sont pas véritablement des langues artificielles dans la mesure où elles sont constituées par un sous-ensemble d'une langue naturelle qui a été simplifiée pour l'enseignement d'une langue comme langue seconde, tel le Basic English dont il sera question, le français élémentaire dont il ne sera pas question, mais le Globish ou le E-Prime dont il sera question dans les ateliers. Un point que nous n'aborderons pas dans l'atelier, ce sont ce qu'on appelle les langues de spécialité, qui s'apparentent en partie aux langues simplifiées ou contrôlées dans la mesure où elles sont développées comme elles pour l'enseignement d'une langue seconde, mais plus particulièrement pour un domaine de spécialité, un domaine professionnel comme scientifique, juridique, professionnel de santé, etc. Donc enseignement des langues étrangères, mais aussi à l'intérieur des langues de spécialité, on trouve des langues opérationnelles spécialisées, donc construites vraiment pour un domaine particulier, les communications aériennes comme AirSpeak, Maritime, SIXPeak, de la police, PoliceSpeak, etc., au sein de l'espace Schengen, par exemple. Alors, quid des langages formels dans cette classification. Donc, nous ne les aborderons pas. Ce sont évidemment des langages artificiels. Qu'est-ce qu'on peut dire des langues artificielles? On pourrait les apparenter aux caractéristiques universelles a priori de Couto-Léo, mais on peut voir cependant deux différences majeures. Les caractéristiques sont une représentation du savoir, elles sont souvent une représentation sémantique du savoir, alors que les langages formels tels qu'ils ont été conçus dans les années 30 l'ont été sur des bases logico-mathématiques, et on servait plutôt au départ moins à la syntaxe et en outils de grammaire formelle, particulièrement les grammaires génératives des années 50. Par ailleurs, les caractéristiques ont un fondement empirique, sont une façon universelle de communiquer entre savants, ce qui est moins le cas, diront, des langages formels, inconsciemment. Et enfin, les langages formels ont servi à construire des algorithmes, programmables sur ordinateur. En aucun cas, ils n'ont servi à la communication, c'est la communication de machine à machine. Ce n'est pas le même d'homme à machine, c'est machine à machine. Alors, sur toute cette terminologie, ce qu'on peut quand même, je vais conclure là-dessus, ce qu'on pourrait dire, c'est que les frontières ne sont pas très délimitées, hein. Elles restent floues, poreuses pour la plupart des termes utilisés. Ce qu'on a pu délimiter, c'est des domaines permettant d'éventuellement se repérer au sein des différentes interventions de l'atelier. Voilà, j'en ai terminé sur ce petit point et je passe la parole à Sébastien pour le coup. Bien, donc pour ma part, pour terminer cette grande présentation, je vous propose de revenir un petit peu sur certains des exemples qui avaient été évoqués dans l'appel à communication en lien avec cet atelier. Et la grande question était de se demander pourquoi est-ce qu'on travaille sur le rapport entre complexité ou simplicité et les langues artificielles. Pardon. C'est intéressant d'aborder cette problématique parce que je pense qu'on a tous plus ou moins en tête une idée reçue
une idée reçue qui fait dire que quand on pense langue artificielle, on pense à langue simple. C'est-à-dire qu'on imagine vraiment que les langues artificielles doivent avoir un côté simple, régulier, sans exception. Et on va voir avec quelques exemples aujourd'hui, tirés notamment de cet appel à communication, que ça n'a pas toujours été le cas, et qu'on doit s'interroger sur l'existence et la véracité de cette équation langue artificielle égale langue simple. On va bien évidemment aujourd'hui mettre de côté les langues artificielles de fiction ou bien les langues expérimentales, parce que Tolkien est un exemple extrêmement connu et extrêmement parlant d'une complexification extrême des langues inventées, par pur jeu, par pur plaisir de compliquer les langues elfiques notamment. Donc on va se concentrer aujourd'hui, je vais me concentrer aujourd'hui sur les langues artificielles à but de communication, et on va voir que dans ce cas-là, l'histoire de la théorie et l'histoire des langues artificielles, notamment internationales, contredit d'une certaine manière cette équation entre langue artificielle égale langue simple. L'idée reçue, elle est clairement répandue pratiquement partout et à travers de nombreuses époques. Si on prend simplement un des célèbres précis d'interlinguistique en français de Monroe Dumaine en 1960, on a la citation suivante que je vais rapidement lire. La langue universelle, là on voit aussi une espèce de flottement terminologique, parce que dans le texte en question, Monroe Dumaine s'intéresse plus aux langues internationales auxiliaires, comme on les appelle maintenant. Donc la langue universelle doit donc être riche et précise. D'autre part, elle doit être extrêmement facile à étudier afin que son étude ne soit un obstacle pour personne. Pour atteindre la facilité, il faut une grammaire très simple et des mots logiquement et régulièrement formés d'après un nombre de racines le plus restreint possible. Donc on a vraiment cette idée de simplicité dans ce précis d'interlinguistique, et cette idée de simplicité, on la retrouve aussi par exemple dans la déclaration de la délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale qui a vu le jour au début du XXe siècle, sur l'initiative de Louis Couturat et de Léopold Léo également. Et on a ici dans cette déclaration de la délégation qu'on doit choisir comme langue internationale auxiliaire. Pour qu'elle soit utile et qu'elle puisse remplir efficacement son rôle, elle doit être d'une acquisition aisée pour toute personne d'instruction élémentaire moyenne, etc., etc. Donc là aussi, c'est ce rapport entre langue internationale artificielle et simplicité. Et sans remonter trop loin en arrière, on avait cette même idée dans une lettre que tous les historiens des langues artificielles connaissent bien, c'est la lettre de Descartes au révérend Mersenne, où là aussi Descartes donne son avis sur la langue universelle qui devrait être fort aisée à apprendre, à prononcer et à écrire. Et d'une certaine manière, c'est le chemin qu'ont suivi des gens comme Schleyer avec le Volapük, et aussi et surtout Zamenhof avec l'espéranto en 1887, avec son idée exprimée dans sa célèbre introduction, où il dit qu'il a transformé la grammaire au point qu'elle atteigne une simplicité inouïe. Et il y a cette célèbre phrase qui dit « La grammaire de l'espéranto peut être apprise parfaitement en 1 heure ». Donc on voit vraiment cette concentration sur une simplification du système pour qu'il soit assimilé, utilisé et accessible à la majorité des gens. Et dans cette introduction, Zamenhof va préciser son idée de simplicité. Comment est-ce qu'il a fait? Il a expliqué qu'il avait introduit des règles particulières pour la formation des mots. Il a introduit toute une série de préfixes et de suffixes qu'on va pouvoir utiliser, des préfixes et des suffixes qui ont toujours la même signification et qu'on peut simplement combiner les uns avec les autres. Et il précise que pour plus de commodité, ces préfixes et ces suffixes sont intégrés dans son dictionnaire comme tel, et qu'on peut simplement les retrouver dans le dictionnaire. Donc on voit qu'on a vraiment cette grande idée de langue internationale artificielle qui doit être simple. Et on va voir maintenant que peut-être en lien avec l'utilisation pratique de l'espéranto, peut-être que toutes les réflexions que j'ai présentées maintenant, c'était des réflexions essentiellement théoriques, et qu'une fois qu'on passe à une utilisation pratique du système créé, on se rend compte que peut-être cette simplicité peut poser un certain nombre de problèmes, alors qu'on imaginait qu'elle allait être, disons, l'idéal pour pouvoir utiliser ces langues. Et très rapidement, on sait que l'espéranto a connu toute une série de critiques. On a reproché à Zamenhof certains choix, certaines idées,
Et ce qui est intéressant à voir maintenant, c'est ce que je vais faire pour les minutes qui me restent, c'est que dans les années 20 et les années 1930, on va d'une certaine manière reprocher aux langues artificielles internationales d'être non seulement trop simples, mais surtout aussi trop artificielles. Les deux choses étant liées l'une avec l'autre. Ici, il y a une petite citation tirée d'une revue extrêmement confidentielle dans l'histoire des langues artificielles, le Cosmopolite, où on reproche à Zamenhof d'avoir voulu créer une nouvelle langue et pas d'avoir voulu construire une langue à partir des langues existantes. On lui reproche certains choix de mots et on lui reproche aussi en certaines arbitraires. Et là aussi, c'est assez intéressant de constater que dans ces réflexions autour de langue artificielle et simplicité, on a souvent ce reproche de choix arbitraires qui ne repose absolument sur rien. Et dans cette suite de réflexions et de reproches que l'on fait à l'espéranto, on va voir apparaître quelque chose qui est à mon avis extrêmement intéressant, c'est qu'on va se mettre à chercher des langues artificielles internationales qui soient d'une certaine manière naturelles et, comme c'est expliqué ici dans ce petit article dans la revue Cosmoglotta, Cosmoglotta c'était une revue en occidental qui était la grande revue du mouvement occidental dans les années 30, et donc on va se mettre à chercher une langue artificielle. C'est peut-être contradictoire, mais une langue artificielle qui serait naturelle et proche de la vie. Donc vous voyez cette espèce d'opposition entre, d'un côté, une volonté d'artificialité et de régularité, et d'un autre côté, une espèce de solution naturelle et plus, entre guillemets, vivante. Et c'est ce qui va donner lieu à l'apparition de deux grandes écoles dans la théorie des langues artificielles. C'est l'école schématique, représentée notamment par l'espéranto ou le volapük, et une école qu'on va appeler naturaliste, c'est-à-dire la volonté de créer un système artificiel, mais qui soit le moins artificiel possible et le plus naturel possible. J'ai tiré quelques exemples d'articles que j'ai un petit peu récupéré à gauche à droite dans différentes revues des années 1920-1930, des revues qui étaient toutes liées avec l'école naturaliste dans la construction de langues internationales. Et vous voyez, on va mettre en avant certains mots relativement intéressants. On va se rendre compte que cette espèce de schématisme que l'on retrouve notamment dans l'espéranto, ça fait des fabrications bizarres. On souhaite une langue internationale naturelle et plus artificielle, tout en restant artificielle quand même. Et on se dit aussi qu'un système extrêmement logique, c'est moins bien, plus compliqué, moins commode que d'utiliser simplement des mots internationaux tels qu'ils existent. Et puis, reprenons aussi cet exemple de Ramstedt en 1932, l'idée que la vie est capricieuse et que c'est peut-être un rêve que de vouloir imaginer qu'un même affixe ait toujours la même forme et toujours la même signification dans un système artificiel. Et enfin, je cite Rick Berger parce que c'est un Suisse qui a vécu dans la même ville que moi il y a très longtemps, donc c'est quelqu'un que je connais entre guillemets relativement bien, où il dit que on ne doit pas transformer, déformer les mots entre guillemets naturels au moyen d'un schématisme artificiel. Donc vous voyez toutes ces théories autour d'une école naturaliste pour les langues internationales artificielles, avec l'exemple le plus célèbre, c'est la langue occidentale en 1922 par l'estonien Edgar von Wahl, qui plus tard se fera appeler Edgar de Wahl, qui souhaite d'une certaine manière combiner une espèce de naturalisme, de respecter le plus possible les mots internationaux, la forme que ces mots possèdent dans les différentes langues européennes, mais tout en ayant quand même une espèce de structure régulière et qui empêcherait d'une certaine manière de se perdre dans trop d'arbitraire et de chaos. Et Edgar de Wahl, parmi les interlinguistes, est connu pour sa célèbre règle de Wahl, qui permet de déduire une racine à partir de l'infinitif dans une langue artificielle. Et c'est ce système-là qu'il a utilisé notamment pour doter l'occidental de toute une série de mots.
Donc, son but, c'est d'avoir à la fois une espèce de régularité dans le système, tout en conservant un lien avec les langues naturelles et avec l'habitude et l'usage que les Européens de l'époque pouvaient avoir avec ces mots. Donc, très rapidement, on part de l'infinitif, on lui enlève la marque de l'infinitif et 9 fois sur 10, ce qui reste après avoir supprimé la marque de l'infinitif, eh bien, c'est la racine à partir de laquelle on va pouvoir former toute une série d'autres mots dérivés, et il va présenter toute une série de cas particuliers. Donc si, une fois qu'on a ôté la marque de l'infinitif, on a une voyelle, on va rajouter un C. Donc à partir de amar, on a la racine, il nous reste amar, et on aura la racine amat à partir de laquelle on va former toute une série de mots dérivés. Et de même, si ce qui nous reste après avoir ôté l'infinitif, c'est un D ou un R, on va tout transformer par un S, donc décidaire devient décide, et la base à partir de laquelle on va former les mots dérivés sera décis, et il va donner à cela aussi 6 exceptions pour conserver ce lien avec le monde, entre guillemets, des langues naturelles. Voilà, donc c'est la volonté de combiner naturalité et régularité, c'est-à-dire de supprimer le rapport entre régularité, simplicité et artificialité, avec l'idée que si on simplifie trop une langue, si on éloigne trop cette langue des langues naturelles dont les locuteurs ont l'habitude, on va compliquer le système, et c'est notamment ce que dira Sepir et l'ensemble des linguistes actifs dans YALA, dont Chloé dira quelques mots tout à l'heure, c'est que toute langue régulière, logique, est plus compliquée à apprendre que une langue dont les mots, dans la structure, auraient des échos dans la psychologie, dans le psychisme des gens qui sont amenés à apprendre cette langue. Et le plus célèbre exemple